Salut à tous, j'espère que vous passez un formidable été. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale bien salvatrice pour ma part. Je ne vous le cache pas, je suis requinquée pour vous offrir le meilleur contenu possible durant les prochains mois, à commencer par l'US Open, dont les qualifs débutent cette semaine. Et je suis surtout très heureuse de retrouver ce lundi mon acolyte, mon binôme, celui que vous n'avez plus entendu dans ce podcast depuis le mois de juin et qui nous a fortement manqué. Philippe Dehaze. Merci de m'accorder de ton temps. Bon retour parmi nous. Alors aujourd'hui, ensemble, on va évoquer cette tournée américaine qui a débuté après les JO et l'issue du tournoi de Cincinnati, Masters 1000 masculin et féminin. Dernier tournoi préparatoire avant l'US Open qui débutera le 26 août. Les qualifs débutent cette semaine et trois Belges vont tenter de retrouver le tableau final. Deux revenants, Isaline Bonaventure et Kimmer Coppejans, et Joris Delors également jouera les qualifs. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce podcast hebdomadaire de l'Actu Tennis. Vous le remarquerez, on est sur YouTube aussi maintenant. Petite nouveauté, donc Phil, tu as mis ton plus beau t-shirt. J'ai mis mon plus beau t-shirt, regarde un peu. Je sais tes podcasts. Voilà, merci à vous aussi d'être au rendez-vous. Comment tu vas ? Bonjour Christelle, ça va beaucoup mieux. Oui. J'ai eu un été un peu compliqué avec une petite hernie discale qui a dû être comment dirais-je, retirée et donc une petite opération. Donc ça m'a un peu éloigné des terrains et de Je sais tes podcasts aussi. Ça, c'est moins grave. Le principal, c'est que tu es en forme ouais, là maintenant. Donc ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Je récupère et à partir de début septembre, je serai de nouveau opérationnel. Oui, et du coup, c'est pour ça que tu n'es pas aux États-Unis maintenant, que tu n'es pas à New York, à cause de ces petits soucis de santé. Et donc, comment ça s'est passé ton organisation ? Puisqu'on s'est quitté, c'était à Rosemallen. Grete, que tu coaches, elle est partie toute seule. Du coup, comment ça se passe ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance de finalement tomber sur Xavier Moureau à Wimbledon. Hein. Tu connais Xavier ? Oui. Puisque je pense qu'il est déjà venu au moins une ou deux fois dans le podcast. Il travaillait un peu avec Benoît Paire. Oui. Il a fait aussi quelques semaines avec Steve Darcy. Il a aussi notamment une école de tennis à Bastogne. Et Xavier, qui est un ami, que je recroise à Wimbledon. Là, j'étais vraiment j'étais vraiment pas bien du tout. Et puis, en discutant avec Xavier, il s'est montré intéressé à l'idée de rentrer dans l'équipe parce que, pour rappel, je partageais l'année avec Theo Van de Week. Oui. Et puis, le contrat de Theo s'est terminé. N'a pas souhaité le renouveler. Et donc, moi, j'étais aussi à la recherche d'un binôme. Et Xavier s'est monté très intéressé. Donc, pendant mon hospitalisation, ils ont fait une semaine d'entraînement qui s'est très, très bien passée. Donc, Chrit est parti aux États-Unis la première semaine, à Toronto avec Marie, son amie, donc sans coach. Ensuite, elle est partie en Colombie, elle était seule aussi. Et là, maintenant, Xavier les a rejoints pour faire Cleveland et l'US Open. Cleveland où Chrit était lucky loser, donc elle ne s'est pas qualifiée, mais heureusement, elle est rentrée quand même dans le tableau. Et donc, ces 2 semaines-là vont être un peu 2 semaines de test, voir s'ils s'entendent bien. Et si ça fonctionne bien, alors à ce moment-là, en exclusivité, je peux t'annoncer que Xavier Moureau rentrera dans l'équipe et on partagera probablement l'année, il faut encore qu'on définisse l'organisation, mais l'année 2024-2025 avec lui. En 2 semaines, on peut se faire à l'idée de ça match ou ça match pas avec un coach ? Oui, parce que ces 2 semaines, sur les compétitions, c'est très intense. Hein. Il y a beaucoup de repas passés ensemble, beaucoup d'heures passées ensemble. J'espère qu'ils auront suffisamment de matchs aussi. Parce qu'il y a la préparation avant, il y a l'attitude pendant et puis après, il y a le feedback après. Donc, s'ils ont l'occasion de faire quelques matchs, Chrit va très très vite sentir si ça lui convient et inversement aussi parce que la relation, souvent on l'oublie, mais il faut que ça convienne également à Xavier, qui trouve son équilibre, qui sente que Chrit est réceptive, qu'il sente qu'il y ait du respect, enfin, donc la relation, elle va dans les deux sens, hein, c'est pas le joueur qui dit oui ou non. Donc, mais avec la semaine d'entraînement qui a eu lieu, plus ces 2 semaines-là, je pense qu'ils auront eu le temps suffisant pour s'apprécier ou pas, mais c'est bien parti quand même. Et donc, lui vient avec sa méthode de travail à lui, ou bien tu l'as briefé en disant voilà comment moi je bosse, voilà ce que je veux que tu fasses avec elle, ou bien lui vient vraiment apporter ce qu'il a fait précédemment, par exemple avec Benoît Paire ou son expérience ? C'est ça la richesse. Moi, je ne veux pas lui donner la direction qu'il doit prendre. On doit être vraiment super synchronisé sur
ce que tactiquement elle doit faire, donc sur son jeu. Ça deviendrait un problème si effectivement Xavier, je ne sais pas s'il avait une vision un peu plus défensive du tennis et que il coacherait Create à l'inverse de moi, alors on aurait des soucis, mais on s'accorde juste sur comment elle doit, enfin la façon dont elle doit jouer, sur son fond de jeu. Et après, bien sûr, la richesse d'un binôme, c'est justement de finalement avoir le même message, mais avec d'autres mots. Donc d'avoir la même, de prendre la même direction, mais avec sa sensibilité, ses spécificités, sa façon sa vision aussi. Et c'est ce que Create avait apprécié aussi quand on travaillait avec Théo, c'est que quand même l'avantage du binôme, c'est que ça met un peu de fraîcheur quand même dans la relation. Ça amène quelque chose d'un peu nouveau et on ne se lasse pas. Parce que de nouveau, c'est très intense, une relation avec un coach et un joueur qui voyagent tout le temps. Donc, tu le connais, Xavier, il a des qualités humaines vraiment exceptionnelles. Moi, je suis assez confiant. Mais je lui fais entièrement confiance. Ouais. Et c'est pas à moi à lui dire ce qu'il doit dire ou pas dire. Mais j'imagine que ça s'apprend aussi de connaître une joueuse. Est-ce que parce qu'il a su qu'il allait l'accompagner, il a regardé une série de ses matchs, il s'est documenté, il t'a demandé comment elle fonctionne mentalement J'imagine qu'on n'arrive pas comme ça. Non, c'est tout un travail de préparation. Donc Xavier, bien sûr, a regardé beaucoup de matchs de Create pour un peu se faire une idée, bien sûr. Après, moi, je lui ai présenté ce qui a été mis en place depuis presque 2 ans maintenant. Tout le travail sur le pilier, évidemment, du mental, mais aussi, c'est important, sur la stratégie et la tactique de jeu. Donc, je lui ai présenté ce qui a été mis en place et ce qui a bien fonctionné aussi. Après, il a pris toutes ces informations et puis il est parti là-bas. On s'appelle tous les jours. Mais de nouveau, il doit y aller aussi avec son propre style. C'est ça qui va être très intéressant. Oui. C'est un garçon qui a de l'expérience. Et je pense que c'est ça qui va être riche aussi dans cette relation, c'est que Create puisse avoir, à un moment donné, un peu de fraîcheur aussi dans le discours. Parce que il n'y a rien à faire. C'est quand même toujours assez répétitif. Hein. Ça reste toujours un match de tennis. Il y a des coups droits, il y a des revers, il y a des fautes, il y a des attitudes, oui, non. Et on tourne toujours un tout petit peu autour de la même chose. Donc mettre un peu de fraîcheur dans cette relation, je pense que c'est toujours intéressant. Ouais. Bon, mais écoute, on verra ce que ça donnera, puisque le premier test... Enfin, là, maintenant, elle est rentrée. Ils sont dedans, là. Ouais, ils sont dedans. On connaît déjà le nom de cette Elle va jouer, donc, elle a perdu contre Bogdan hier, mais elle est lucky loser. Elle va jouer Christians, la Roumaine, Jacqueline Christians. Un match difficile, mais moi, je suis content. Ça lui fait un match en plus avant l'US. C'est difficile, hein, je ne te le cache pas. Elle se met beaucoup de pression parce que la fin de l'année, pour elle, est compliquée. Compliqué en termes de points à défendre, alors que moi j'essaye depuis 1 an et demi d'être loin de ça pour éviter ce type de stress supplémentaire, de devoir commencer à compter, calculer et d'être trop sur le résultat. Mais la situation n'est pas facile pour Xavier parce que Create pour l'instant est un peu crispé quand même, un peu tendu. À juste titre, il y a près de 200 points à défendre là, dans 2 semaines. Ouais. Et elle a un sale classement, hein. Elle est les 75 là, et quand on perd autant de points, on est vite 100. Ouais. Donc, parce qu'évidemment, il faut anticiper le tableau en Australie. Ouais. Mais bon, ça fait partie du jeu, il faut rester calme, il faut juste être concentré sur son jeu. Enfin bref, tu connais tout ça. Oui, donc, parce que tu as beau dire, on ne doit pas faire attention aux résultats, mais il n'y a rien à faire quand on est joueur professionnel. C'est ce qui nous anime et c'est ce qui conduit la manière dont on va être sur le terrain. Comment faire abstraction de ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le résultat, il est toujours là. Et donc, mais la performance est plus importante que le résultat, comme tu le sais. Et le truc, c'est que quand on ne focalise que sur le résultat, il y a de la crispation qui s'installe, il y a du stress qui s'installe, parce qu'on fait les choses pour essayer de ne pas les perdre, tu vois. Et donc, il y a tout le mécanisme dans la tête qui change. Et on le voit concrètement, Create est un peu plus crispée par ce truc-là. Et on voit que la machine, quelque part, se dérègle un tout petit peu. Elle est moins relâchée, elle est un peu plus tendue pendant les matchs. Et c'est normal, hein, je veux dire, c'est super compliqué. Hein, je veux dire, quand on a de nouveau ce classement-là et la priorité, c'est de quand même rester dans les 100, parce que c'est aussi une question d'argent, malheureusement. Si on sort des 100, je veux dire, les tournois et les prize money sont... nettement moindres. Ah oui, vraiment nettement moindres. Et donc, c'est reperdre de l'argent de nouveau
semaine après semaine. Donc c'est vraiment très important pour elle de garder ce classement-là. Alors, pas que pour une raison d'argent, mais aussi pour ça, et parce que aussi elle a envie de jouer les meilleurs tournois et jouer les meilleures filles. Donc, mais comme quoi, à 26 ans, tu vois, tout reste à apprendre et il y a beaucoup de choses à mettre en place, et ça, c'est positif. Oui, et puis c'est pas qu'au niveau professionnel, on le répète souvent, mais à notre niveau aussi, quand on joue en tournoi et qu'on sait qu'on doit atteindre tel niveau pour pouvoir monter de classement, indéniablement, ça nous met une pression. Alors évidemment, ce que tu racontes avec la performance qui est bien plus importante que le résultat et comment y parvenir, parce que ça c'est fascinant, eh bien, je rappelle à nos auditeurs que prochainement, pour 2025, on aura toute une série de capsules audio en compagnie de Philippe pour essayer de vaincre ça, enfin pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir se préparer mentalement à toutes les compétitions, quel que soit le niveau. Donc voilà, je vous tiendrai informé, bien entendu, de quand ça arrive, mais je suis sûre que vous trépignez d'impatience d'entendre les conseils de Philippe. Alors, j'avais aussi envie de t'entendre, Phil, sur ces fameux Jeux Olympiques. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées, et j'ai eu pas mal de questions de la part d'auditeurs parce que j'ai fait un reportage à Wilrijk en compagnie de ceux qui allaient partir au JO, donc Zizou, Joran et Sander Gille. Et pas mal de gens me demandaient comment ça se fait que Grete ne peut pas y aller, pourquoi elle n'est pas éligible pour les Jeux Olympiques. Alors je sais que ça a été une saga qui a duré plusieurs semaines, qu'elle était en attente, qu'il y avait du stress, et finalement elle est une place dehors ou 2 places dehors. 2 places dehors. Donc, comment ça fonctionne? Dans les tournois WTA, en général, donc, il y a ce qu'on appelle l'entry list, donc dans un tableau de 32. On prend les 32 meilleurs classés qui se sont inscrits pour le tournoi. Et puis après, quand on ne rentre pas dans le tableau, on est ce qu'on appelle alterné, donc on est dans les qualifs. Et donc, si on n'a pas le classement pour rentrer, ben, on est la première en qualif, puis deuxième, troisième, etc., en fonction du classement. Dans les tournois, chaque semaine, quand on est alterné, donc quand on est en qualif, donc par exemple 1 ou 2 avant de rentrer, jusqu'à la dernière minute, on peut rentrer dans le tableau. Donc si quelqu'un se blesse, quelqu'un se retire, la première alternée rentre dans le tableau et toute la liste monte comme ça. Donc, ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, on peut rentrer. Ça, c'est pour la WTA et pour l'ATP. Au niveau des Jeux Olympiques, qui est géré par l'ITF, ils ont une règle très spécifique sur les Jeux Olympiques. Donc, tableau, c'est un tableau, je pense, de 56. Ouais. Après, il y avait des invitations, tu vois, pour quelques nations. Enfin, les Jeux Olympiques, c'est un tout petit peu particulier. Donc, il y avait un certain nombre de joueuses qui étaient admises d'office. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il y a la liste des qualifs qui est sortie ensuite, sauf qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de qualifs. Donc, il n'y a que des alternates. Et là, ils ont décidé de fermer cette liste une semaine avant le début des Jeux Olympiques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même des filles qui se sont retirées, parce qu'il arrive toujours quelque chose. Et la règle qu'ils ont définie, c'est qu'au lieu d'aller chercher dans les alternates, ce qui aurait bien arrangé Grete puisqu'elle s'est rentrée, ils ont été chercher dans le tableau de double. C'est comme ça que Djokovic a joué un joueur de double au premier tour et le match était ridicule. Et d'ailleurs, à son interview, pour ceux qui l'ont entendu, il a dit « Sérieusement, il faut quand même changer cette règle. Ça n'a pas beaucoup de sens. » Le joueur de double, il s'est bien amusé. J'ai oublié son nom. Matthew Ebden. Oui, c'est ça. Ebden, il a gagné un jeu et c'était super pour lui, très belle expérience. Mais dans le cadre des Jeux Olympiques et dans l'intérêt du sport, de la compétition, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc c'est comme ça que Grete, une semaine avant le début des Jeux, elle a su qu'elle ne rentrerait pas. Ça a aussi dû être très décevant ça, pour elle qui rêvait de les jouer. Terriblement décevant, oui, parce que les Jeux Olympiques, la Fed Cup, elle adore ça, ces compétitions par équipe. Elle est très fière de représenter la Belgique à chaque fois. Donc, mais bon, Los Angeles, c'est demain, hein, après-demain. Donc, voilà, elle aura 32 ans, ce qui reste jeune. Hein. 32 ans aujourd'hui, c'est 23 d'avant, quoi. Voilà, hein. exactement. Quand on te voit, regarde, on se dit... On rappelle que dans ces Jeux Olympiques, c'est Qin Wenzheng qui a été médaillée d'or chez les femmes, la chinoise qui a notamment battu Iga Swiatek dans ce tournoi olympique avant de sortir Donna Vekic en finale. Donna Vekic, demi-finaliste à Wimbledon et que Grete avait battu à Rosmalen. Oui. On le sait, il y a de la place. Ouais. C'est fou quand on voit ça. Il faut rester patient. C'est ça qui est terrible dans ce sport, c'est que on ne sait jamais quand ça va sortir, quoi. C'est pour ça que chaque semaine, il faut être capable de remettre le couvert, d'y arriver avec le même état d'esprit, de repartir d'une page blanche. Parce que la semaine qui commence est peut-être ta semaine, mais on ne le sait pas.
Il ne faut pas se décourager. Par contre, il y en a un qui le sait, c'est Novak Djokovic chez les messieurs, j'avais aussi envie de t'entendre là-dessus parce que c'était beaucoup d'émotions, un titre, une médaille historique pour le Serbe. Il la voulait tellement, cette médaille d'or, sa joie, ses larmes à la fin de la finale face à Alcaraz en disait long sur cet accomplissement. C'est le seul trophée qui manquait encore à son palmarès. Moi, j'ai vu le match. Dingue. Ouais, honnêtement. Alors, je trouve qu'après ce match-là, je me suis dit, mais ce n'est plus possible de ne pas aimer Djokovic. Enfin, c'était mon sentiment à moi. Il est remonté un petit peu, on va dire. Oui, et puis c'est surtout la façon dont il gagne le match. Ouais. Tu te souviens quand il avait joué cette finale à l'US et il pouvait faire le grand chelem face à Medvedev. Il s'était complètement troué. Tu vois, il avait explosé une raquette contre le piquet de simple, etc. On voyait qu'il n'y était pas du tout. Donc ça prouve encore les progrès qu'il a fait. Et là, il joue le match qui est probablement le plus important de sa carrière, malgré son énorme palmarès, contre Alcaraz. À Roland-Garros. À Roland-Garros. Et il fait ça. Mm. Donc il le gagne, mais en se sublimant complètement. Et en regardant le match, je me suis dit plusieurs fois, mais en fait, il est vraiment fait d'un autre bois. C'est cette capacité sous pression, à être aussi bon, aussi fantastique. Moi, j'étais vraiment bluffé. Oui, parce qu'il a sorti des points dans le tie-break. Non, mais il était incroyable. Et sur la fin, la façon dont il termine le match, il est 1 mètre dans le terrain, il frappe la balle. Je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il n'avait jamais frappé aussi fort, tu vois. Ouais. En étant tellement présent, j'ai l'impression qu'il mesurait 2 mètres moi, sur le terrain. Il était tellement présent. Et puis, ce que j'ai trouvé magnifique, quand on revient à la source, je me dis, mais en fait, il fait ça pour une médaille. Il est multimilliardaire, il a tout gagné, c'est un dieu vivant dans son pays, c'est une légende à travers le monde dans son sport. Et en fait, c'est pour une médaille. C'est pour la Serbie. C'est pour la Serbie et c'est juste l'avoir autour, c'est le breloque autour du cou. Je me dis, mais c'est vraiment, on retrouve l'essence même du sport et des valeurs du sport. Ouais, quoi. Gagner pour la médaille. Oui, et puis quand tu vois comment il a été accueilli dans son pays, bah oui, comme un dieu, tout le monde est sorti. Fantastique. C'était vraiment super émouvant et tu voyais à quel point, ce que ça représentait. Moi, j'en ai eu les larmes oui. quand j'ai vu sa victoire, aller dans la tribune, embrasser ses enfants. C'était magnifique, moi aussi. C'est impossible de ne pas retenir quand tu aimes le sport et le tennis en particulier et que tu vois ça et qu'il a la chance de le vivre avec sa famille, ses enfants. Wow, c'était beau, c'était vraiment beau. Ouais. Tout était beau. La façon dont il l'a joué, la façon dont ça se termine, les larmes d'Alcaraz aussi. Je veux dire, c'était... Alors, certains disent, et je suis d'accord avec ça, que le tennis, c'est pas vraiment un sport olympique. Mais ce qui s'est passé là, sur ce match-là, pour moi, ça reste un grand moment de sport quand même. Oui. Et c'est vrai que Carlos Alcaraz, ça représentait, on voyait que ça représentait autant pour lui. Il s'est même excusé auprès de la nation espagnole de ne pas avoir accompli la mission de ramener l'or à la maison, alors qu'il est tout jeune, il a encore toute la carrière devant lui, mais il avait vraiment envie de ça. Et c'est vrai que ce jeune homme qu'on a l'impression qui est si dur, qui est déjà presque un Rafa numéro 2 dans ses attitudes, etc., il était complètement anéanti à la fin. Alex Correggia a essayé de l'interviewer sur Eurosport. Il a fondu en larmes parce que ça représentait aussi énormément. Et pourtant, il n'a vraiment pas à rougir de sa prestation. Et ça, les Jeux Olympiques, c'est quand même la seule compétition qui... je ne sais pas, j'ai le sentiment que ça procure tellement d'émotions chez les athlètes. Ouais. Ils sont différents, il n'y a rien à faire. Ils sont tellement... Ils se sentent investis d'une mission qui est extraordinaire et c'est fabuleux. Quand on voit ça et puis on se dit mais il y en a qui ne veulent pas le jouer parce que ça ramène pas de points et pas d'argent, on a vraiment envie de les clouer au pilori. Hein. Tu vois, c'est tellement juste magnifique. Oui, après, c'est vrai que tout le monde, chacun a ses raisons, mais on aura quand même un petit peu vibré avec Zizou face à Tsitsipas, qui a quand même livré une très belle rencontre, et lui aussi avait envie, il n'a pas eu de chance au tirage, malheureusement. Joran Sander, ça se joue tellement aussi à très peu de choses. Cruelle défaite également, mais voilà, bravo à tous les athlètes et à Remco. À Remco, évidemment. On sort du sujet, mais Remco. Parlons cyclisme, allez, on y va. Alors, Tour d'Espagne cette semaine, avec la 3e étape. Alors là, tu ne mourras pas. Pas de cyclisme, ça, c'est pas possible. Et puisqu'on parlait de Carlos Alcaraz, on va enchaîner
sur le Masters de Cincinnati qui se termine ce lundi soir, parce que la grosse surprise de ce Masters, ça a été l'élimination en début de semaine dès le deuxième tour de Carlos Alcaraz, finaliste du tournoi l'année passée. Il a été sorti par Gaël Monfils 4-6, 7-6, 6-4 en 2h32. Après avoir été breaké dans le troisième set à 1-2, Carlos Alcaraz a littéralement pété un plomb en fracassant sa raquette 5 fois sur le sol pour la réduire à rien. Incontrôlable, et c'était très surprenant de voir Carlos Alcaraz dans cet état-là, ce grand champion. Après le match, il a expliqué avoir joué le pire match de sa carrière en conférence de presse. Ça non plus, ça ne lui ressemble pas. Ça doit être tellement compliqué d'être toujours exemplaire à 100% Ouais. en tant que champion. Oui, et moi je me suis fait, parce que j'ai pas vu tout le match, mais une partie, et notamment ça, ça a tourné sur les réseaux. Mm. Euh, Parce qu'il la fracasse bien. Hein. oui, il la fracasse bien. Mais je me dis, ce que tu dis est absolument correct. Donc, qu'est-ce que ça doit être dur du haut de ses 21 ans d'être, comme tu le dis, toujours exemplaire. Et moi, je me suis aussi demandé s'il avait eu le temps de récupérer des Jeux Olympiques. Exactement. Parce que... Tu as l'impression que c'est la frustration qui sort. Oui, c'est ça. Et parce que le gap entre cette fin de Jeux Olympiques et ici, c'est quelques jours. Hein. Ouais. C'est rentrer, un peu jouer sur terre, partir, gérer le décalage. Un peu jouer sur dur, tu veux dire. Jouer sur dur, pardon. Ils peuvent jamais récupérer, quoi. Jamais récupérer. Et donc là, à un moment donné... Et c'est très bien de le voir, hein, honnêtement, ça, c'est rassurant, quoi, tu vois. Sinon, à un moment donné, tu dis comment... Hein c'est rassurant de voir qu'il est humain. Oui, et qu'à un moment donné, c'est juste la tête qui dit maintenant, c'est stop, quoi, je fais un break, et puis il explose, et c'est ma foi pas bien grave. Et voilà, c'est toute la problématique liée à, tu vois, à ce calendrier qui est surchargé, où ils sont obligés de jouer, il faut le savoir, il faut le rappeler quand même. Hein. Ils doivent jouer, eux, en tant que tête de série, enfin quand on est dans le top 50, il faut jouer tous ces gros tournois. Pourquoi ? Parce que sinon ils ont une amende. Oui, alors ils pourraient la payer l'amende, c'est pas bien grave non plus, mais il y a cette obligation d'y aller toujours parce que c'est un sport business aussi. Maintenant parce que Novak il n'y est pas, excuse-moi. Alors non, il n'y est pas. Ouais. Mais justement, c'est ça que je voulais dire. Je me demande maintenant, je me suis fait aussi cette réflexion quand il s'est réveillé après sa victoire, Novak Djokovic, qu'est-ce qui va l'animer maintenant ? Qu'est-ce qui va le motiver à encore aller à l'entraînement ? Les records. Encore les records. Encore plus de grands chelems, ok, peut-être, oui. Mais c'est vrai que moi, j'aurais trouvé ça intelligent qu'il arrête après sa médaille d'or. Ouais. Et voilà, je suis Dieu et on me retient comme le GOAT. Ouais. Mais non, visiblement, et vu son état physique, il peut il encore peut jouer 2-3 ans. Jouer 2 ans. Bon, enfin, cela dit, je me suis dit, waouh, pour se remobiliser, se remotiver, probablement mettre encore plus de grands chelems et taper une barre tellement haute qu'il le sera à vie et définitivement que ce record soit inatteignable. Mais donc voilà, pour en revenir à Alcaraz, un petit craquage et c'est très bien. C'est Rafa qui ne devait pas être très content parce que Rafa, il n'a jamais cassé une raquette, je pense, de sa carrière. Non, et je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose comme ça a été mon pire match de ma carrière. Parce que c'est quand même pas super respectueux vis-à-vis de l'adversaire. Non, mais il faut dire que samedi, l'Espagnol s'est excusé sur les réseaux sociaux après ce geste de colère. Il a écrit ceci: « Je m'excuse car mon attitude hier n'était pas correcte et c'est quelque chose qui ne devrait pas être fait sur un court. J'avais une accumulation de nerfs à l'intérieur et il est parfois très difficile de se contrôler lorsque notre rythme cardiaque est si élevé. Je vais travailler pour que cela ne se reproduise plus. Il est temps de penser maintenant à New York. » C'est mignon comme message, mais tu te dis, mais c'est humain, grand, tu as le droit. Après, est-ce que tu as le droit il y en a quelques-uns qui s'insurgent, est-ce que tu as le droit de fracasser une raquette comme ça ? Je sais pas, je trouve que c'est vrai qu'on n'a jamais vu Rafa faire ça, si ? Je pense pas, non. Un tout petit peu Roach en début de carrière, Djoko régulièrement quand même. Oui. Murray, je sais pas s'il fracassait des raquettes, mais il était très fâché. Oui. Moi, personnellement, je trouve que ça devrait être... Alors, c'est pas un bon exemple pour les enfants, mais ce sport est tellement dur et il devrait pouvoir s'exprimer, tu vois, crier à un moment donné. Je trouve que c'est tellement difficile à contrôler et empêcher les joueurs à un moment donné, de montrer cette frustration. Alors là, c'est peut-être exagéré, enfin, c'est probablement exagéré. Mais je trouve que le règlement n'est pas très bien fait, de devoir les laisser comme ça dans une boîte. Et les gens
aiment voir ça aussi, hein. Oui, oui, oui. Quand il y a de la révolte, quand il y a de la rage, Ouais. quand il y a de la colère, ça rajoute quelque chose au spectacle quand même. Et c'est du spectacle, le tennis, hein. C'est un jeu, Ouais. il y a une arène, les gens veulent voir, voir deux robots qui ne bougent pas. Je pense pas Oui, que ce non. soit terriblement passionnant. Il y en a un autre qui a pété un câble cette semaine, Nishioka. Oh oui, oui, incroyable. J'ai vu passer. J'avoue, j'étais en Italie dans une zone où il y avait absolument pas de réseau, donc Oui, c'était par bribes, mais j'ai cru le voir s'asseoir sur oui, une donc il prend chaise. un avertissement pour jet de balle, et puis il refait un jet de balle, il prend un point, et puis il va chez le ramasseur, il prend les balles, il fait pouf, 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 et puis et puis les amis, il a mis toutes les balles en dehors du stade pour finir en troisième set où il laisse passer les balles, il perd 6-0 ou 6-1 dans le troisième. Oui, il a complètement fissuré aussi, oui. Ouais, Et ça, c'était un beau craquage. Parce que Alcaraz, c'est un craquage qui était assez court. court, mais l'autre, il est resté longtemps. Ouais, alors on Que va. ce sport est dur, Christelle, Ah hein. ça, Mon qu'est-ce que Dieu, ce sport est c'est pas dur. à toi qu'il faut le dire. Après, après, attends, tu m'as pas encore vu sur un terrain, j'ai pas encore eu cette chance. Non. Après, il faut saluer la performance de Gaël Monfils qui avait partagé il y a quelques jours à peine sur ses réseaux sociaux qu'il traversait justement une période un peu plus compliquée. Il avait eu une première partie de saison décevante et donc il était vraiment très heureux. Selon les stats de l'ATP, il est devenu le deuxième joueur le plus âgé à battre un membre du top 3. Il l'avait déjà fait battre un membre du top 3, c'était en mars 2022 quand Daniil Medvedev était numéro 1 mondial. Il l'avait alors battu, c'était sa plus belle performance, mais c'est la première fois que le Français de 37 ans, 46e mondial, parvenait à battre Alcaraz de 16 ans, son cadet, et c'est la troisième fois qu'il s'affrontait. Donc c'est vrai que tant qu'il est sur les cours, Gaël Monfils, il faudra s'en méfier. Il est capable de tout. Malheureusement, il n'a pas réussi à confirmer au troisième tour. Il a bien débuté la rencontre, mais il a été sorti en 3-7 par Holger Rune. Il expliquait avoir été un peu court, hein, physiquement. Mon fils, c'est vrai qu'à 37 ans, quand tu vois la débauche d'énergie qu'il a fallu pour battre Alcaraz en 2 jours à cause de l'interruption de pluie, quelques heures plus tard, remonter Oui. face à Rune, moi, il n'était pas, tout simplement pas prêt physiquement. T'aimes bien toi ce joueur, Gaël Monfils? J'adore. J'adore, Il y en j'adore, a qui ne le j'adore. supportent pas, hein, Ah ouais, mais non, moi je moi j'aime trouve. beaucoup aussi sa manière de spectacle, tennis spectacle. Ouais, c'est fabuleux. Mm. Il est capable de faire des coups incroyables. Et puis moi, j'ai la chance de. Enfin, il a commencé quand moi j'ai commencé, donc ça fait vraiment 20 ans que j'ai l'occasion de le croiser, de le voir jouer. En tant qu'entraîneur, je suis toujours un tout petit peu. J'ai toujours eu cette réflexion, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il aurait pu faire plus, tu vois. Parce que c'est un joueur qui est très défensif, qui a toujours joué très loin de la ligne, qui adorait tirer des passings, défendre, ramener, courir. Mais il a une patate et un coup droit absolument phénoménal. Et j'ai le sentiment que s'il avait été un tout petit peu plus audacieux, un peu plus offensif, je pense qu'il aurait fait une meilleure carrière. Carrière qui est déjà exceptionnelle. Ouais. Mais moi, j'adore parce que là, il y a quel charisme, quelle personnalité. Et ça c'est vraiment chouette, ouais. Tu le suis un peu sur les réseaux? Non, je ne le suis pas sur les réseaux, non. Parce qu'il fait des tours de magie aussi. Ah oui? Donc il invite ses potes du circuit et il leur fait des tours de Ah magie. ouais, ouais, Il a eu génial. une chaîne Twitch aussi pendant tout un temps. Je ne sais pas s'il l'anime encore, mais ouais, c'est un showman à tous les Ouais, niveaux. ouais. Et Et on a vraiment, besoin de et ce un genre chouette de... garçon, Ouais. humble, J'ai jamais eu l'occasion de le ouais, rencontrer. vraiment une bonne personne. Mm. C'est important de le souligner. Ouais. Et maintenant, avec Elina Svitolina, ils Oui, courent des jours heureux oui, et leur enfant, il oui. va avoir de bons gènes, hein. Oui, oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Alors, pour clôturer sur ce tournoi masculin de Cincinnati, bah, on va retrouver, c'est ce lundi soir, Yannick Sinner en finale qui est venu à bout de sa bête noire, Alexander Zverev. Zverev, Ça fait depuis 2020 qu'il ne l'avait pas battu. C'était à ouais. Roland-Garros la dernière fois. C'était chaud le score, hein. Et oui, ils ont joué plus de 3 heures de match. Alors, j'ai pas le score par cœur, Je mais je pense sais que que c'est 3 tie-breaks. c'est 7-6, 4-6, 7-6, hein, quelque chose Ouais. comme ça. Donc, Mais je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui revient vite. Je pense à Toronto, il perd en huitième, Sinner. en quart. À Montréal, pardon. En quart. En quart. Ouais. À Wimbledon, il perd en quart. À Ouais, Toronto, il perd en quart. ouais. Mais je trouve qu'il revient. Il est là, et là, il est en finale. Ça prouve quand même que son niveau de jeu est vraiment au-dessus des autres, hein. Oui, parce qu'entre les deux, il revient vite, parce qu'entre les deux, Oui, il n'a pas pu ouais, participer aux Jeux Olympiques parce qu'il souffrait d'une ouais, grosse angine. ouais. Et donc, il a été Ouais, vraiment out ouais, pendant. quelques semaines quand même. Oui,
Non, oui, et donc là, une belle finale. Oui, oui, j'ai vu ce résultat, je me dis, waouh, ça c'est une victoire importante pour lui. Ah oui, oui, c'est vraiment une belle victoire. Et il va jouer contre Frances Tiafoe Oui, en finale, qu'on n'attendait pas spécialement à ce niveau-là et qui a aussi été très surprenant en demi-finale face à Holger Rune, oui. puisqu'il a sauvé 2 balles de match et il était mené 5-2 dans le troisième set. Il a fait une espèce de remontada, il a renversé la vapeur et il s'est imposé. Frances Tiafoe, lui aussi, hein, pas mal showman dans son style. Oui, oui, aux États-Unis en plus, Ouais. c'est un sale tour à jouer. Voilà. Alors malheureusement, côté belge, Zizou Bergs avait perdu d'entrée au premier tour des qualifs à Cincinnati. C'était face à Alex Mikkelsen, une défaite en 3-7 seulement, 6-4 dans le dernier, face à cette jeune pépite américaine de 19 ans, Mikkelsen, qui s'approche d'ailleurs doucement du top 50. Mais on parlait de la conséquence de la déception d'Alcaraz après les Jeux Olympiques, mais on pourrait presque en dire autant de Swiatek quand tu vois sa défaite aux Jeux Olympiques face à Qin Wenzheng, elle était aussi anéantie. Et puis là, ici, elle est battue en demi-finale du tournoi de Cincinnati par sa rivale, Aryna Sabalenka, en demi-finale. C'était la 12e confrontation entre les deux joueuses. Swiatek menait largement 8-3 avant cette demi-finale, mais il y a là une vraie rivalité qui s'installe, et ça on aime bien voir dans le tennis féminin. Et je vous parlais de victoires surprenantes parce que Sabalenka a gagné assez sèchement, 6-3, 6-3, alors que les 3 seules fois où la Bélarusse avait gagné dans leurs 11 confrontations, eh bien c'était à chaque fois des matchs difficiles en 3-7. Dimanche, elle a joué le match parfait pour écarter la numéro 1 mondiale. Ça a quand même été un peu difficile en fin de match. 6-3, 5-1 pour Sabalenka. Et là, 9 balles de match manquées. Ensuite, elle se fait breaker. Swiatek revient à 5-3. Je crois qu'elle a des balles même de 5-4. Et puis finalement, Sabalenka parvient à conclure. Mais vu son jeu tout en puissance, Sabalenka, elle a évidemment plus de chances de battre Swiatek sur dur que sur terre battue. Oui, quand même, hein, très clairement. Maintenant, la stat, je pense que ça va s'équilibrer avec le temps parce qu'il n'y a pas. Quoi, de 8-3 pour... Oui, 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 parce qu'elles ont quand même. Alors, elles ont un jeu qui est vraiment différent, mais elles ont un niveau de jeu qui est très, très, très élevé. Donc, là, on est reparti sur dur maintenant. Bon, on est aux États-Unis, après, ça bascule vers l'Asie. ouais. Elles vont se rejouer plein de fois, c'est certain, parce que c'est les deux meilleures. Donc, pour moi, c'est pas une surprise de voir Sabalenka battre Swiatek. Donc, c'est pour moi relativement normal. C'est une joueuse qui lui fait du mal par sa Oui. vitesse de balle quand elle a un peu moins de temps pour Et s'organiser. je t'avais expliqué cette petite anecdote. Iga Swiatek, elle a changé le poids de sa raquette parce que Sabalenka est sa rivale numéro 1. Et donc, elle avait besoin de jouer avec une raquette qui soit un tout petit peu plus légère pour qu'elle soit capable de mieux défendre, tu vois, de mieux bouger la raquette en bout de course. Donc, c'est pour elle sa seule bête, enfin, c'est pas sa bête noire, Ouais. mais enfin, sa rivale numéro 1, c'est clairement Sabalenka. Comme tu dis, au moins, il y aura toujours du suspense. Oui, et elle va devenir numéro 2 mondiale maintenant, Sabalenka. Ah Après, oui. même si on est sur YouTube, tu peux boire ton café, hein, je t'en Non, prie, non, parce c'est que je gentil, sais que il est vide. d'habitude, on est avec le micro, et donc on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se coucher, on peut boire des bières, etc. Et bon, ici, voilà. Mais donc, c'est la 4e tentative pour Sabalenka d'atteindre la finale à Cincinnati, et c'est la première fois qu'elle y arrive. Donc, on verra ce qu'elle pourra faire contre Jessica Pegula. Alors, elle, grosse forme, elle a gagné le Masters la semaine passée. Maintenant, la voilà en finale ici à Cincinnati. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette joueuse Jessica Pegula, 6e mondiale, qui fait sa route sans trop faire de bruit, une joueuse assez discrète? Oui, elle est discrète, oui, pas très charismatique. Elle est arrivée assez tard. Elle a 30 ans maintenant. Ouais, c'est une fille qui a vraiment monté, qui a une évolution un peu sur le tard, etc. Elle n'a pas un jeu qui est exceptionnellement impressionnant, mais elle est terriblement solide du fond, très athlétique, pas de lacunes, pas de points faibles, solide mentalement aussi. Donc ça reste c'est une fille qui a un niveau moyen, j'aime bien dire ça, mais qui est très 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 élevé. Elle est toujours difficile à battre, très peu de trous d'air dans la saison. Là, elle en a eu elle a eu quelques semaines un peu compliquées, mais sinon, quand tu vois l'évolution de Ouais. son classement, il est impressionnant depuis depuis ces dernières années. Donc Pegula, ouais, pas très connu, mais redoutable,
redoutable. Et on notera pour côté belge qu'Elise Mertens a été éliminée au premier tour du simple et du double à Cincinnati en simple face à Marta Kostiuk, auteure d'une formidable saison. Et en double avec sa partenaire Sue Essier, elle a perdu contre Harriet Dart et Hélène Pérez. La semaine passée à Toronto, Elise Mertens avait été jusqu'en huitième de finale en battant notamment Naomi Osaka au deuxième tour. Et puis maintenant, eh bien, la prochaine étape pour tous ces joueurs, c'est l'US Open qui débute un grand chelem où d'habitude tu aimes bien aller. Hein. Oui, l'US Open, c'est toujours quelque chose. L'atmosphère, les Américains, c'est les meilleurs au monde hein, pour les événements sportifs. Les night sessions sont dingues. Je suis pas sûre que tu obtiendras l'aval de tout le monde par rapport au fait que ce soit les meilleurs au monde, mais... Ah, presque la France a montré. Ah oui, ça c'est vrai que c'était pas mal aussi. Mais bon. Non, mais en termes d'organisation, Oui. alors c'est pas que l'organisation, c'est aussi l'état d'esprit des Américains. Ils savent fêter le sport, ils savent s'enthousiasmer, ils font la fête. Et je trouve que c'est ça aussi qui est assez particulier à l'US, c'est qu'ils ne sont pas du tout disciplinés, ça picole, ça boit, ça rigole, ça s'amuse, il y a beaucoup de bruit, mais ça met une atmosphère particulière. Et puis le Arthur Ashe, 25 000 personnes, ça c'est quelque chose. Hein. Oui, j'ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus c'était qui maintenant dans un podcast qui me disait, c'est Els Callens qui avait dû jouer sur le Arthur Ashe et elle était complètement pétrifiée. Elle disait quand elle lançait sa balle, elle voyait encore des gens et donc elle n'arrivait pas à jouer. Elle avait pris une dégelée contre je ne sais pas qui, mais j'ai pensé à Grete qui avait joué contre Venus Williams l'année passée et qui avait fait un super match puisqu'elle l'avait battue. Elle n'avait pas mentionné le fait que c'était pas ça, non, pas ça. Mais elle avait réussi à bien gérer émotionnellement ce match-là. Mais c'était fabuleux et c'est gai à suivre aussi en tant qu'entraîneur. Ouais, c'est vraiment particulier. Je trouve que ce stade-là, avec le central de Wimbledon, mais pour des raisons différentes, c'est vraiment une atmosphère qui est très très particulière. On le retrouve moins sur le Châtrier ou en Australie aussi, où c'est un peu plus, je sais pas, classique quoi, oui. Dit-il. Après être allé 20 fois dans les deux tournois. Et en parlant du US Open, Phil, on va préciser que les qualifs du 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année débutent aujourd'hui. Lundi, 3 Belges y sont engagés. Tout d'abord, Isaline Bonaventure, qui fait son grand retour en Grand Chelem. Elle qui n'a plus joué depuis le 11 janvier, c'était à l'Open d'Australie. Rappelez-vous, hein, Isaline avait fait une longue pause en 2023 suite à un épuisement mental, physique. Elle était alors revenue à l'Open d'Australie en ce début d'année, mais elle avait été contrainte d'abandonner au deuxième tour des qualifs à cause d'une blessure au genou. Depuis, elle a marqué une longue pause pour bien se soigner et elle bénéficie d'un classement protégé, elle qui a été classée 81e à la WTA. Depuis son retour, Isaline a disputé juste un tournoi ITF en Espagne fin juillet, mais elle s'est inclinée au premier tour. Dans ses qualifs de l'US Open, elle affrontera la Canadienne Rebecca Marino, 139e mondiale. Pas un tour facile pour Isaline. Non. Le match est programmé mardi. Isaline Bonaventure a déjà rejoint une fois dans sa carrière le tableau final à New York. C'était en 2020. Ça ne doit pas être simple hein, de revenir après une si longue absence et puis avec ce qu'elle a connu. Non, pas facile du tout. Après, il faudrait lui demander quels sont ses projets et je ne sais pas. Revenir sur un qualif de Grand Chelem, je trouve que c'est quand même un vrai challenge. Quoi. Oui. C'est pas le plus facile, tu vois. Regarde le niveau, elle va jouer une fille qui est 130. Ouais. Mais bon, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas le contexte. Si elle a décidé de le faire comme ça, elle a probablement ses raisons. Mais ça aurait peut-être été intéressant de jouer quelques matchs avant, juste pour prendre un peu la température, trouver un peu le rythme, retrouver les sensations. On va lui demander. Oui, c'est intéressant. Je vais essayer de l'avoir, c'était mon idée de l'avoir pour la semaine prochaine. Parce que je présume que si elle commence... donc si elle utilise son classement protégé, après elle peut jouer 10 tournois, mais elle a une période pour les jouer. Okay. Donc elle ne va pas s'absenter de nouveau. Donc je présume qu'elle va recommencer à jouer après l'US alors.
Oui, oui, oui. C'est ce que Kimmer expliquait, parce que tu me demandais, tu disais que c'était compliqué de revenir sur un tournoi de qualif en Grand Chelem. Et c'est justement la question que j'ai posée à Kimmer Coppejans, qui est l'autre revenant de la semaine. Il a été opéré au coude droit en janvier. Il a fait son grand retour sur les cours new-yorkais cette semaine, donc après 8 mois d'arrêt. J'ai pris contact avec lui pour voir dans quel état d'esprit il se trouvait. Et je lui ai justement posé cette question, pourquoi revenir maintenant? Je te propose qu'on écoute son interview. Et pour son 7e US Open, Kimmer Coppejans affrontera le Bolivien Murkel Delien, 171e joueur mondial. L'Ostendais a lui aussi atteint 3 fois le dernier tour des qualifs à New York, mais malheureusement jamais le tableau final. Et pour évoquer plus amplement l'US Open, je vous fixe déjà rendez-vous lundi prochain pour un numéro spécial où on parlera des enjeux de ce dernier tournoi du Grand Chelem de la saison qui se jouera, ça c'est une certitude, sans Rafael Nadal. L'Espagnol a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne sera pas capable de se donner à 100% et donc il ne jouera pas. Voilà, mais écoute Phil, c'était un vrai plaisir de Partagez, Christelle. t'en réentendre Merci beaucoup. parce que Partagez. beaucoup d'auditeurs me disent à combien ils apprécient C'est tes vraiment analyses, gentil. tes commentaires. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, on n'en a pas parlé, on voulait avoir Xavier Malice comme invité aujourd'hui, c'était dans nos plans, Oui. parce que Alexei Popyrin, qui est son joueur, a gagné son premier Master 1000 à Montréal en finale contre Andrei Roublev, il a gagné 6-2, 6-4, donc une performance incroyable pour Alexei Popyrin et son coach belge Xavier Malice. Malheureusement, ben voilà, Xavier n'avait pas encore envie de nous parler. Bientôt, hein, je suis sûre que je vais réussir à le Ça va convaincre. arriver. Il faut Ouais, s'accrocher. il faut s'accrocher. Je ne perds pas. Je ne perds pas. Xavier, si tu nous entends, regarde, on est bien. On a du café, de l'eau et tu seras bien entouré, je te le promets. Phil, on se retrouve très bientôt. Je te souhaite de bonnes vacances à mon tour. Merci beaucoup. À toi Profite. aussi. Ah non, toi tu viens de rentrer, pardon. Une belle rentrée, pardon. Merci. À très vite, Phil. Ciao. Ciao.